Salut les dicopathes et bienvenue dans cette nouvelle récapitulation de la journée des candidats. Le tournoi des candidats a repris hier avec une sublime victoire de Caruana. Bravo, bravo. Faut dire bravo, faut reconnaître ce qui est. Maxime n'a pas démérité, mais aujourd'hui, c'est le jour clé. Maxime doit impérativement marquer. Gagner, ce serait mieux, mais au moins marquer le demi-point, ça lui permettrait de rester en course. À défaut, une défaite l'exclurait très probablement définitivement de la quête. De sa quête vers la victoire des candidats et donc d'un affrontement en fin d'année face à Magnus Carlsen, le champion du monde en titre depuis 2013. Il va pas rester toute sa vie champion du monde en titre. Et non, ça suffit. Hein. Les matchs du jour, tout d'abord le classement que je vous affiche ici. On a Jan Nepomniachtchi, 5 points sur 8, qui a un demi-point d'avance sur Fabiano Caruana et MVL. Allez la France. Les autres, un petit cran derrière. Pour l'instant, c'est plutôt les 3 premiers qui vont se disputer la gagne. Quoique Anish Giri a montré qu'il était en forme. Que va-t-il se passer? Les 4 rencontres du jour sont les suivantes. Alexenko face à Caruana, qui a les noirs donc. Grichuk face à Nepo, qui a les noirs donc. Et le troisième, Dingliren face à MVL, qui a les noirs aussi. Donc les 3 joueurs de tête ont les noirs. Et enfin, Giri, Wang Hao. Que s'est-il passé dans ces 4 parties? Eh ben, c'est le moment de vous les dévoiler une par une. Le derby russe voit s'affronter Grichuk contre Nepomniachtchi alias Nepo. Quel est l'enjeu de ce match? Grichuk ayant seulement 3 points et demi à l'issue des 8 premières rondes. Peu d'espoir, hormis celui de marquer des points et l'eau. C'est toujours ça de prix et de montrer qu'à son âge, on est encore vaillant. De l'autre côté, Nepo, quel est son enjeu? Alors lui, c'est beaucoup plus important. Il est actuellement en tête du tournoi des candidats. Donc, faire match nul lui permettrait de passer à 5 points et demi. Et donc de conserver son avance. Même si Caruana ou Maxime, de son côté, gagne, il resterait en tête au nombre de points. Et donc, au minimum, la nulle. Hier, Grichuk avait tout envoyé contre Alexeyenko et s'était emplâtré sur un adversaire qui avait beau être le petit pousset du tournoi. Alors quand on dit petit pousset, ou le Benjamin, ou le petit... Le gars, c'est quand même une brutasse, d'accord? C'est quand même un mec super fort. Mais les autres, ils sont méga brutasses, super méga forts. Voilà. Et Alexeyenko ne s'était pas laissé faire et avait résisté aux assauts de l'énergie qui Grichuk, dirais-je, et avait fini par marquer un point. Donc Grichuk avait perdu hier. Aujourd'hui, c'est la revanche. Allez, il a les blancs, on y va, on attaque devant Nepo, qui a tout à faire, enfin qui va tout faire pour tenir bon, tout simplement. La partie commence avec D4. Oui, Grichuk est prêt à tout pour marquer des points, même commencer par D4. Bah oui, c'est comme ça. Et en face, qu'est-ce qu'on joue? On joue la défense qu'on appelle la défense Grunfeld. Défense Grunfeld, c'est en l'honneur à monsieur Grunfeld. C'est un Autrichien, Ernst Grunfeld. Paye ton prénom. Bref, ça y va. Et bon, non, en fait, pchit. En fait, ça joue. Bon, c'est la variante d'échange, rien d'extraordinaire. Le principe de la Grunfeld, c'est qu'on va mettre le fou en fianchetto ici, en G7. Le fou en fianchetto, c'est quand on le met dans un des 4 petits coins, et pour contrôler la grande diagonale. Et ça contredit à la base les concepts d'ouverture qui demandent aux joueurs, généralement c'est ce qu'on leur conseille quand ils débutent, d'aller contrôler le centre en envoyant les pions E et D tout simplement au centre. Pour contrôler les cases du centre, la défense Grunfeld fait: je ne suis pas pressé, je vais commencer par me déployer sur le côté, donc ce côté-là, là, vers ici, là, c'est ici que ça envoie le cavalier, le fou. Oui, je fais beaucoup de flèches, ça fait genre, je suis balèze, tu vois. Et une fois qu'on est là, après, on va venir attaquer le centre par le côté et plus tard envoyer nos pions. Finalement, la partie fait pchit parce que ça joue tranquillement, pas de grosses attaques. La préparation s'enchaîne tranquillement et on arrive, voilà. Là, vous voyez même Nepo qui se dit: allez, fais chier les échecs, si on se mettait à jouer à Othello. Allez, mais oui, on fait une partie d'Othello. Grichuk qui n'est pas tout à fait d'accord. Mais bon, ça aurait pu. Ça aurait pu dans d'autres circonstances. Un petit échange, un rapide change, on n'est même pas au 20e coup. Un échange des dames. Et là, vous voyez, même moi, bon, peut-être pas moi, mais même plein de joueurs pourraient tenir une nulle où il n'y a pas beaucoup d'attaques. Un petit coup d'entourloupe peut-être vers la fin. Grichuk qui fait: ah, attends, j'envoie ma tour sur un... Non, en fait, non, il n'y a rien de spécial. Et puis bah, j'attaque ton pion, t'attaques mon pion, je prends ton pion, voilà, et on échange. On prend ses pions, chacun prend les pions de l'autre. Et la partie s'achève après 35 coups, 40 coups peut-être. Voilà, on fait semblant. Hein.
Il faut attendre les 40 coups avant de proposer nul. C'est dans le règlement. Il faut attendre au moins le 40e coup pour proposer nul. Il peut y avoir nul avant le 40e coup si jamais il y a répétition de la position, 3 fois, avec les mêmes coups possibles. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus où je vous expliquerai en quoi c'est possible de faire 3 fois la même position et de ne pas avoir une nulle. Mais pour la proposer, on peut proposer à son adversaire une partie nulle et s'il accepte, la partie est déclarée nulle. Mais il faut attendre au moins le 40e coup pour éviter ce qu'on appelle des nuls de salon où les joueurs se regardent et ne jouent pas vraiment la partie pour l'emporter. Voilà, donc finalement, une partie, comment on pourrait dire, sobre, une partie soft, un petit peu comme la partie des deux Chinois d'hier, Ding Liren et Wang Hao, qui permet à Grischuk rien de spécial. Il était presque au fond du classement. Il va rester vers la fin du classement. Mais Nepo, lui, réalise une très bonne opération. Sur le plan sportif, il se retrouve à 5,5 points. Tous les matchs à ce moment-là ne sont pas terminés, mais 5,5, ça lui assure la première place du tournoi. Donc il conserve cette place après 9 rondes, ce qui est une très bonne nouvelle pour lui. Et d'autant plus qu'après cette nulle plutôt tranquille, il va pouvoir conserver de l'énergie pour les prochains jours, et notamment la 3e ronde d'affilée jouée avant le jour de repos qui interviendra jeudi. Bravo Nepo, belle performance, c'est soft, bah parfois ça suffit. T'as les noirs, tu fais match nul, tu restes en tête, la vie est belle. Cette partie oppose Kirill Alexeyenko à Fabiano alias SSD Caruana, l'homme à la préparation gigantesque. Ça fait 1 an. C'est une espèce de moine. On se demande même s'il n'est pas parti au Tibet chez des moines pour étudier et se préparer. Bon, il aurait peut-être fallu amener une connexion Internet. Enfin bon, en tout cas, il nous a montré hier face à Maxime qu'il avait réussi à avoir une prépa de ouf et l'emporter avec à un moment plus d'1h15 d'avance à la pendule. Qu'est-ce qu'il va faire face à Alexeyenko? Est-ce qu'il va tenter de gagner avec les Noirs? Est-ce qu'il va juste essayer de faire match nul pour se reposer, parce qu'hier, il a quand même dépensé pas mal d'énergie pour décrocher sa victoire dans une finale très 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 compliquée. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le récap de la première journée, un gros plan fait sur la partie franco-américaine ou américano-française plutôt. Sur cette partie, apparemment, ça démarre plutôt tranquillement. Alexeyenko et Fabiano s'accordent à jouer une partie qu'on appelle la partie... Alors, ça, c'est la partie italienne, ultra classique. J'attaque ton pion, tu le défends. Je sors mon cavalier... mon fou, pardon. En C4, c'est le point de la partie italienne, c'est ici. Et voilà, les 3 cavaliers qui sont sortis. Le fou qui joue en miroir. On y va. Là, c'est qu'on appelle la partie le gioco piano. Et même le gioco pianissimo, c'est-à-dire que c'est gioco, c'est le jeu, et piano, ça veut dire doucement. C'est la partie tranquille, la partie chill. Aujourd'hui, Fabiano, il n'est pas là pour... Mais quand même, il va nous montrer, et Alexeyenko à son tour aussi, que les pions, c'est un peu surcoté, et qu'on peut laisser des pions moyennant de l'activité, et que tous sont capables à ce niveau-là de compenser vraiment le matériel par de l'activité. Mais cette position, elle a déjà été jouée des centaines et des centaines de fois. Je me demande même si moi je ne l'ai pas déjà joué. Alors peut-être pas parce que je ne joue pas H6. Puis quand je le joue, on me dit H6 c'est les Zoraïdan, c'est pas très fort. Mais eux ils sont forts. Et quand ils le jouent, eux il y a des bonnes raisons. Donc on leur fait confiance. D'ailleurs même Kirill s'y met. Le fou qui se retire, parfois il attend d'être attaqué, mais là non, il y va direct. Un petit coup de cavalier, un petit aller-retour du cavalier noir de Fabiano qui est un peu hésitant. Il ne sait pas trop, est-ce que je vais y aller, est-ce que je vais pas y aller. Ah, pop. Kirill veut dire, attends. Moi, je suis peut-être le moins fort du tournoi, mais moi aussi, je suis un grand maître. La preuve, je joue à 4. Et ouais, quand on joue à 4, c'est qu'on est un grand maître. C'est comme ça. A4, H4, c'est les coups de grand maître. Et d'ailleurs, je mets mes pièces dans des endroits improbables, avec des pièces à peine défendues. Ouais. Fais gaffe, hein. Fais gaffe. Quoi, tu m'as pris un pion? Et alors? Mais je te laisse mon pion, vas-y. Prends-le, de toute façon, regarde-moi, je vais t'attaquer. Un deuxième pion? Mais oui, je te laisse un deuxième pion. Et là, Fabiano se dit, attends, sur un malentendu, je peux faire promotion. Peut-être que je peux prendre ce pion-là, comme ça je fais fourchette, et peut-être l'autre il va pas voir. Mais en fait, non, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. Doublement des pions de la colonne B, c'est super. Mais j'essaie de trouver un intérêt à la partie. Elle est intéressante, mais bien sûr, il y a des mecs même très très forts qui vont pouvoir l'analyser en détail, la décortiquer et vous montrer à quel point elle est extraordinaire. Moi, je n'ai pas les connaissances pour ça, donc moi je vous montre le côté sympathique, tu vois, le côté fun. Et ça c'est important. Le fou dit, hey, tu m'avais oublié, moi je t'ai pas oublié. Ok, donc après là, on en est à combien? On en est à une vingtaine de coups. Et même pas. Et chacun est dans son camp, vous voyez.
pas de je te donne 6 pions comme hier Fabiano a fait. Non, pas de tout ça. Là d'ailleurs, regardez, hop, j'attaque ton pion. Regarde, je menace ton pion. Fabiano il fait balèque. Bon, vas-y, prends-le. Bon, bah ok, je prends. Puis après il fait, attends, j'attaque ta dame. Attends, mais t'as laissé un pion en l'air. Non, mais tu vas pas le prendre. Comment tu sais? Bah ouais, les gars, ils se font des feintes, tu vois, ils se font des cadeaux, c'est pas... on sait pas. Peut-être c'est pas ça. On continue tranquillement. Peut-être qu'il va y avoir un échange. Attends, mais il y a une case faible là, le cavalier se prépare à y aller. Peut-être que le... Oh là! Oh là non! Mais oui, incroyable! Non, pas du tout incroyable. On continue. Doublement des tours prévu sur la colonne F. Alerte, doublement des tours de Fabiano Caruana. Oh, il arrive! Vite, une attaque! Les dames vont se faire échanger. Mais oui, c'est fou. Non, c'est pas fou. Attends, mais il a pris un pion là-bas? Oui, c'était gratuit, c'est bon, on prend. On sait même pas. Qu'est-ce qu'ils foutent les mecs? Ils se prennent des pions, ils se prennent pas des pions. Et là, on sent que Fabiano n'est pas venu aujourd'hui forcément pour l'emporter et se contenterait d'une nulle. La preuve en image, cavalier, tour, cavalier, tour, cavalier, tour. Alors? Non, en fait, Fabiano se dit, t'as cru que j'allais faire nul? C'était juste pour gratter 1 minute à la pendule. On continue, on fait pas nul. Il envoie son cavalier en C5. Hop, un petit échange, doublement des tours à l'horizontale. Chacun sa méthode. Hein. Il y en a, ils font vertical, 2 tours horizontales. Et échange des cavaliers. Hop, une tour. Voilà. Alors là, quand on regarde la finale, hein, parce que là, on peut dire qu'on est rentré dans la finale, 4 pions pour les blancs, 4 pions pour les noirs. Donc, égalité matérielle, une tour chacun. Mais, 2 pions passés liés. Comme hier, avec Maxime Vachier-Lagrave versus Fabiano Caruana. Maxime, malheureusement, n'avait pas les ressources nécessaires pour tenir ses pions et les emmener à dame. Mais là, Fabiano va quand même essayer. Et Alexeyenko va nous dire, mais tu sais quoi? Mes pions, cadeau. Moi, je vais m'occuper des tiens. Donc, hop, un petit échec, on en prend un, ça c'est fait. Et il reste le deuxième. Fabiano dit, hop, j'y vais, va falloir aller vite. Et Alexeyenko, il dit, mais on n'est pas pressé. T'es pressé de les mettre à dame, tes pions? Mais pas du tout, regarde, tranquille. Moi, j'avance avec mon pion. Hop. On revient avec la tour blanche pour aller prendre le pion noir. Voilà, on se met devant, tranquille. Et Kirill dit, bah voilà, hop, je viens avec mon... Bah oui, on m'a dit, le roi, on l'active en fin de partie. On active le roi en fin de partie pour le centraliser et qu'il ait plus de pouvoir. On va pas le laisser dans son coin. Et là, échange de bons procédés. Les blancs s'approchent du pion noir à 2 pour essayer d'aller le manger, parce que pour l'instant, ils peuvent pas, c'est protégé par la tour. Et les noirs en profitent pour s'infiltrer et aller choper le pion par l'arrière. C'est à l'arrière de la chaîne de pions qu'on les mange, parce que par l'avant, on peut pas, ils sont protégés. Et Kirill dit, bon, vas-y, va le prendre mon pion. Rien à foutre. Moi, je vais envoyer le mien à dame, et toi, il va falloir que tu te débrouilles à défendre ton pion, enfin, essayer de le mettre, de le promouvoir en dame, et moi, je vais essayer de pousser là, pendant que toi, tu vas essayer de pousser là, et pendant que ton roi, il va perdre du temps à manger ces pions-là, et ben, moi, tu vas voir, on va y arriver. En fait, personne ne va jamais arriver dans cette partie à promouvoir des pions. Donc les noirs prennent tous les pions blancs tranquillement. On a l'impression que c'est fait exprès. Ça fait un moment que l'ordinateur dit que c'est nul. Nul. Personne ne va gagner dans cette partie. Personne. Et bien on y croit. Vas-y. Allez. On a eu 3 pions déjà au moins sur la 7e rangée dans cette partie. Dont le pion il y a longtemps au début de la partie. Là, par Caruana. Mais finalement personne ne va y arriver. Ben non. Et là, attends. What? Il a blunder la tour? Non, il avait compté. Et d'ailleurs, Caruana ne tombe pas dans le piège, parce que si jamais il prenait la tour, et ben hop, tac, je fais une dame. Et là, t'es couillé. Et oui, tu fais moins le malin maintenant, parce que moi j'ai une dame. Donc il met sa tour pour prendre le pion. Là, on se dit, attends, mais si ça se trouve, les noirs, ils peuvent envoyer ce pion-là à dame, parce que la tour, elle est un peu coincée, elle doit rester à côté du pion blanc, sinon le pion blanc, il va à dame. Oula! Non, en fait, échange, et ils ont compté. Échange, tranquillement. Et là, ils signent la nulle. Simple. Non, il y a eu des petites tentatives de chaque côté, mais finalement, bah, c'est nul. Bilan de la partie, Caruana a quand même passé pas mal de temps. On a vu, si vous regardez la partie vers le 20e coup, Fabiano est bien en retard au temps, ce qui veut dire qu'il n'était pas forcément à fond dans la prépa, mais il s'en est sorti. Il a joué une partie où il n'a jamais vraiment été en danger, et Kirill réalise la bonne opération en faisant match nul contre le meilleur joueur, le joueur le mieux classé du tournoi, qui est au-dessus des 2800 depuis un paquet de temps maintenant. GG Kirill, franchement. Et Fabiano, hop, il passe à 5 points. Attends, il était à 3,5, 4,5, 5 points. 5 points, donc il égalise face à Nepo, mais Nepo a déjà marqué un demi-point, donc il est à 5,5. Il reste dans la course, GG Fabiano. On verra ce que tu donneras demain.
Anish Giri contre Wang Hao. C'est l'affiche que je vous propose désormais de regarder en vitesse. Anish Giri, qui se trouve à 4 points après 8 rondes, a pour but de marquer ce 5e point et donc de rejoindre provisoirement, parce qu'en fait Nepomniachtchi va marquer 0-5 en faisant nul face à Grischuk, et de rejoindre en tout cas le peloton de tête, sinon la victoire au cas où Nepo perdrait. Les enjeux pour Wang Hao sont les mêmes, puisqu'ils ont le même nombre de points. Tous les deux sont les deux joueurs à 4 points au début de cette 9e ronde. Le néerlandais entame avec une ouverture qu'on appelle l'ouverture catalane. Pourquoi l'ouverture catalane ? Eh bien, je vais vous le dire. En 1929, Tartakover, un très fort joueur de l'époque, reçoit une demande de la part des organisateurs d'un tournoi qu'il joue à Barcelone et qui lui disent « Hey, franchement, Barcelone, c'est sympa. C'est la Catalogne. Et nous, on aimerait bien qu'il y ait un nom, que notre nom, il reste aux échecs. Vous pourriez pas, monsieur, s'il vous plaît, je crois qu'ils ont dit s'il vous plaît, ou par favor, peut-être, vous pourriez pas nommer une ouverture en l'honneur de notre superbe région. Et Tartakover, il fait, il semblerait que D4, G3 ait été pas mal joué, D2, D4, G2, G3, ait été joué plusieurs fois dans le tournoi. Ça vous dirait qu'on l'appelle l'ouverture catalane? Et bim! Ouverture catalane, voilà, un mec qui a choisi. Les mecs ont dit on veut notre nom. Un gars qui a dit bah d'accord, on va vous le donner. Et là, ouverture catalane. Le principe, c'est une ouverture donc sur D4, hein, le pion dame. Petit coucou à Lampion, qui vient de découvrir il y a quelques semaines. Il jouait E4 depuis toujours et d'un coup il s'est dit mais en fait je suis un joueur chiant en fait. J'ai pas de dignité, je vais jouer D4. Je crois qu'il a dit un truc comme ça. Enfin, à peu de choses près. Hein. Me prenez pas au mot, mais... Enfin, prenez pas au mot. Enfin, bon, bref. L'ouverture catalane qui permet normalement des plans de la part des Blancs qui sont pas forcément simples. Non, c'est une ouverture qu'on estime plutôt compliquée, mais des plans qui empêchent, notamment grâce à ce fou en G2, les Noirs d'avoir des attaques simples. Bref, on y va. Le début de la partie, après plus de 10 coups, a été joué plusieurs dizaines, voire centaines de fois. Et assez tôt dans la partie, donc on a vu, pardon, je vous ai passé ça en vitesse, Giri a joué fou F4, et sur ce coup-là, c'est traditionnellement fou F5 qui est joué, G5 pardon, qui est joué, mais là il a choisi une variante. Bah oui, les gars ils se préparent, ils font des différences. Donc ça a été joué, hein, ça n'a pas été jamais joué, mais beaucoup moins populaire que G5, que fou G5 pardon. Et développement du cavalier, on n'attend pas pour détruire ou pour entamer, désagréger, dirais-je, un peu déliter le fianchetto des blancs. Et d'ailleurs, Anish ne se fait pas prier. Une petite structure qu'on a vue tout à l'heure dans la partie avec Alexeyenko contre Caruana. Petite structure de pion assez, on dirait un dé, moi je trouve, ou une pièce de Tetris vue de travers. Et le cavalier qui part en E5, et là, boum, les blancs se débarrassent, les noirs, pardon, se débarrassent du fou blanc de case blanche, qui est souvent un petit peu enquiquinant. On a même parfois appelé cette ouverture le fou catalan. Une ouverture qui a été d'ailleurs très populaire, hein, notamment par Kasparov. Kasparov et Karpov, je crois, l'ont joué tous les deux lors de leurs innombrables parties. Et là, donc, la partie continue, des petites... rien d'extraordinaire. Le contrôle... Enfin, rien d'extraordinaire. Moi, je vois rien d'extraordinaire, rien de fou. Moi, tant qu'il n'y a pas des sacrifices dans tous les sens, voilà, bon. Mais après, bon, chacun son analyse. Le roi qui se met dans le coin pour pas être sous les feux de la rampe avec une petite découverte, un pion qui partirait dans la colonne B de la part des noirs. La dame noire se retrouve un petit peu dans le coin. On a l'impression que c'est pas la meilleure case possible, mais bon. Après, les mecs, ils ont des raisons que nous, on ignore. Donc, on est obligé de dire oui, d'accord, amen. La dame blanche qui vient contester ce coin-là en disant hey, tu vois ce pion-là, je l'aime bien quand même. Je l'aime bien. Et mon fou que je t'ai donné, je l'échange contre un cavalier qui est super fort en E5. Et un peu plus tard dans la partie, donc contrôle de la colonne ouverte. Les noirs qui essaient de développer un peu leur roc côté de leur aile roi, pardon. Les blancs qui continuent tranquillement. Le roi qui avance, le roi blanc qui se protège d'éventuelles attaques du couloir. La dame qui revient, et là,
c'est l'erreur, c'est le drame. Je sais que les ordinateurs mettent du temps, ils sont très forts, ils sont bien plus forts que les êtres humains, mais surtout, ils mettent du temps. Régulièrement, on doit les faire tourner longtemps avant qu'ils comprennent des parties avec des positions extrêmement complexes. Mais là, il semblerait, donc une espèce de batterie, c'est quand on met plusieurs pièces en diagonale ou en ligne, tour-dame par exemple, ou tour-tour, on dit plutôt tour-dame, ou dame-fou en diagonale, ce qu'on appelle une batterie, et régulièrement tour-fou-dame, tour-dame-tour par exemple, sur la même colonne ou sur la même ligne, en vue d'attaquer cette colonne. Et là, d'attaquer un pion de la colonne, pardon, ou une pièce de la colonne ou de la ligne. Dame A7 semble être une bonne grosse erreur des familles. Alors, si ça se trouve, c'était déjà pas terrible un petit peu avant, mais alors là, ça a scellé la partie. Anish Giri qui a réussi à mettre de la pression et à tenir, grâce à son super cavalier, toute l'aile roi, quasiment, toute l'aile roi. Ce cavalier noir n'a jamais pu s'en sortir. Et finalement, on avait un cavalier qui était pas trop mal placé, bien au centre, etc., qui contrôlait pas mal de choses, et un cavalier noir qui était là à regarder en faisant « Je veux sortir !» Et voilà. Résultat, on fait un petit aller-retour de la part des blancs pour prendre le pion et l'autre pion, et là, c'est fini. Pourquoi c'est fini ? Parce que la pression sur le pion F7, le fameux pion fragile, est bien trop forte. Démonstration, on se recule, on change de batterie, hop, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, à la verticale, à l'horizontale, c'est fini. Ce pion-là va tomber, attention, démonstration. Pan. Et là, pourquoi c'est fini ? En fait, là, il y a de la découverte qui traîne. Le roi ne peut pas se barrer pour se cacher. Il ne peut pas se barrer là, c'est un peu trop dangereux. Si jamais les noirs jouent un coup au hasard qui sert à rien, un pion ici, d'accord ? On a mat très rapide parce qu'on a de la découverte grâce au cavalier. Donc cavalier D6, échec, qui empêche la tour de venir. Et là, c'est le mat. Le roi, s'il part, boum. C'est mat ici, je pense, direct. Voilà. Et sinon, il n'y a pas de défense possible, en fait. Les blancs ont réussi à mettre une pression de ouf. Le roi, qui a voulu se la jouer fianchetto en G7, il s'est retrouvé fort dépourvu quand la batterie fut venue, on pourrait dire ça. Et les noirs sont contraints d'abandonner, ce qui permet à Anish Giri de marquer un point entier, de laisser le chinois à distance et de rejoindre le peloton de tête avec 5 points. L'affiche du jour, c'est Ding Liren, le chinois, face à MVL. MVL, le joueur français de la compétition. Les qualifiés aux candidats, il n'y en a que 8 à chaque fois, généralement. Là, on a un français. C'est la chance de notre vie de venir conquérir un titre mondial en cette fin d'année. Mais tout d'abord, il faut remporter le tournoi des candidats. Pour cela, la victoire n'est pas imposée aujourd'hui, mais une défaite compromettrait grandement les chances de Maxime. Va-t-il s'en sortir ? Va-t-il au moins tenir la nulle ? On ne sait pas. Ding Liren n'oubliera jamais Maxime, parce qu'en 2018, Ding Liren avait enchaîné une série incroyable de 100 parties consécutives en classique, c'est-à-dire en cadence lente où les joueurs ont beaucoup de temps pour réfléchir. C'est un peu l'épreuve reine, l'épreuve la plus noble des échecs par rapport au rapide, au blitz, etc., qui nécessite d'autres qualités. Mais voilà, l'épreuve reine, c'est le classique. Et Ding Liren avait enchaîné 100 parties sans défaite. Alors, il y avait 71 draws, 29 victoires, à peu près. Mais surtout, 100 parties défilées. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la personne qui a battu Ding Liren suite à ces 100 parties, c'était Maxime Vachier-Lagrave. Oui, bon, Maxime à l'époque, il avait les blancs. Mais n'empêche que ça compte. Je suis sûr que Ding Liren n'oubliera jamais cette partie. Bon, déjà, les mecs, ils sont tellement forts qu'ils n'oublient jamais les parties, mais celle-là, encore plus. Donc, Maxime, il a un petit ascendant psychologique caché au fin fond de Ding Liren. Ding, il peut se dire, ah, Maxime, je sais, lui, il peut me battre. Ouais, il l'a déjà fait par le passé. Bon, il le dit en chinois dans sa tête, mais moi, je parle pas chinois. La partie entame donc les blancs par Ding Liren le chinois et les noirs par Maxime, 2 jours de suite. Allez, on y va. Que se passe-t-il ? On appelle ça une défense est-indienne. Ça part sur D4, classique. Dès le 3e coup, Ding Liren rappelle qu'il est grand maître. Super grand maître, c'est H4, d'accord ? H4, bim ! Alpha 0, tout ça, Larsen, blablabla. Hop, on y va. Le fou en fianchetto chez les noirs de Maxime. On avance sur une partie... Bon,
Voilà. On est encore dans la préparation. Vous voyez, les chronomètres sont très élevés. Les joueurs ont beaucoup de temps. 1h40 pour commencer et 30 secondes supplémentaires à chaque coup. Quand ils arrivent au 40e coup, ils ont encore, je crois, 50 minutes de plus. Donc, on a bien le temps de développer son jeu au maximum, ce qui peut donner des parties jusqu'à 6 heures. Celle-là a duré peut-être même 7 heures, quasiment 7 heures. 6h30, je pense. Les mecs, oui, c'est l'affiche du jour. C'est l'affiche du jour. Il y a le français. Et en plus, il nous sort des parties incroyables. L'issue va-t-elle être la même que celle d'hier? Nous ne l'espérons pas, mais je vais vous le dire. En fait, je le sais déjà quand j'enregistre, mais vous le saurez un peu plus tard. Le cavalier G4 d'MVL. Alors, on dit souvent cavalier au bord, cavalier mort, mais MVL a cette réputation, cette espèce de joke running gag, de mettre son cavalier au bord et d'avoir quand même des cavaliers forts. Mais c'est Maxime, tu vois, il est spécial. Là, il n'est pas au bord, il est semi au bord. Mais peut-être semi au bord encore plus fort. On ne sait pas. Un cavalier G4 très très bon. Là, c'est le premier coup où Maxime passe... pas sur ce coup-là, pardon, c'est un peu plus tard. Où Maxime passe pas mal de temps à réfléchir. Et sur ce coup assez étonnant qui a lancé, je crois... qui a fait de cette partie une partie unique de mémoire, ou quasiment unique, sur ce fou G5, celui que n'a pas joué Anish Giri dans la partie que je vous présentais un peu plus tôt, attaque la dame. Et là, Maxime envoie son fou de Fianchetto. Donc ça, on est sûr qu'on est dans la préparation ou quasiment de Ding Liren, parce que c'est un... Le fou en Fianchetto, normalement, c'est celui qui doit contrôler la diagonale et ne pas se brader. Il est vraiment très puissant. Là, pourtant, Maxime, et les grands maîtres ont les raisons que nous, on ignore, tu vois. Ils ont des raisons que nous, on ignore, pardon. Attaque le roi, donc échange les deux fous de cases noires, et les noirs continuent en poussant, donc en déformant un petit peu le roc, même s'il n'a pas encore rocké, Maxime. Mais là, boum! Non, c'était pas, c'est juste après, pardon. Et bientôt, je vais refaire boum. Voilà, c'est boum, c'était un coup plus tard. Le cavalier D4 qui a probablement perturbé Maxime, qui a mis 6 ou 7 minutes à le prendre du pion. Il a dû concevoir que les compensations de ce sacrifice de cavalier un peu impromptu étaient suffisantes, et donc il pouvait le prendre tranquillement. Si Maxime n'avait pas roqué, on pourrait se dire, mais pourquoi il a roqué? Ça sert à quoi de roquer alors qu'on a un cavalier qui est en danger? On pourrait simplement reculer le cavalier ici. Mais non, parce qu'en fait, en reculant le cavalier, alors j'ai pas le talent et l'énergie, et pas les connaissances pour vous expliquer précisément, mais dans l'idée, on va avoir une dame qui va venir en C2, un fou qui va venir en E3, et on va tout envoyer là-bas. Avec un pion H5 ultra puissant, on va pouvoir mettre une pression monumentale sur l'aile roi, tout dézinguer, et ça peut très très mal se passer pour les noirs qui n'ont plus qu'un seul fou, et notamment une tour pas développée tout comme le fameux fou C8, qui ne sert à rien pour le moment, avec une tour qui peut arriver sur une colonne ouverte. Maxime est suffisamment bon, donc il sait quoi faire. S'il rock, c'est qu'il a estimé qu'il fallait rocker. Donc il rend son cavalier, l'équilibre de matériel se rétablit. On continue, on avance dans la partie tranquillement, on est en plein milieu de la partie, et là Maxime dépense du temps, mais Ding Liren semble être aussi sorti de sa prépa, à croire que Maxime se défend encore mieux que ce qu'il avait prévu. Le fou qui vient bloquer cette espèce de colonne semi-ouverte et empêche les blancs de profiter de cette diagonale. C'est dit, non, la diagonale, elle est à moi. Petits échanges entre amis d'un pion. On avance, et là, les pièces mineures, les fous et les cavaliers, vont se faire échanger tranquillamente. Et juste après, quand vous regardez cette partie, ce moment-là, il s'avère, les ordis réfléchissent, il s'avère que les blancs, ils sont devant. Et oui, et quand je dis ils sont devant, ils sont un bon cran devant. Pourquoi? Alors, je ne saurais pas tout vous détailler, mais le roi est pas super safe. Il est safe parce qu'il y a des gens autour, mais on se doute qu'il peut y avoir cette ligne 7 un peu risquée. Le roi est là beaucoup pour protéger son pion H6, mais bon, il est un peu dans... Il n'y a pas de protection là, il n'y a pas de petite barrière. Alors que le roi blanc, lui, est beaucoup plus tranquille. Et l'ordi dit, là les blancs...
Là, les blancs, ils sont bons là. Ils ont la colonne qui vont finir par prendre. Les noirs défendent leur pion qui est beaucoup attaqué. On continue. 33e coup. Les blancs s'incrustent. Ils avancent. Ils mettent de la pression. Maxime se défend. Maxime est réputé pour être un excellent calculateur et un défenseur hors pair. Peut-être le meilleur défenseur du circuit actuellement. En tout cas, il ne lâche rien. Il tient bon. Et là, craquage. Alors, on dirait pas. Mais l'ordi, là, j'ai laissé tourner un peu Stockfish à côté. L'ordi dit plus 5 pour les blancs. Genre, ça va tout déchirer. Pourquoi? Alors, d'après ce que j'ai compris, le coup à jouer, si je dis pas de sottises, c'est Dame C2 qui fait une sorte de batterie, comme je vous le disais tout à l'heure, par le côté. Il va ramener la tour en E1, la Dame en C2 pour défoncer ce pion blanc. Ce pion noir, pardon, et une fois que ça c'est fait, pouvoir dérouler dans le camp ennemi et profiter notamment d'un roi ultra fragile qui ne peut pas, enfin fragile, exposé on va dire, et qui ne peut même pas profiter, enfin qui peut pas trop se cacher avec une case G6 brillamment contrôlée par le pion H5. Et on passe de à peu près plus 5 à peu près plus un demi, voire plus 1, en tout cas un avantage écrasant, totalement vendangé par le joueur chinois. Je vais citer Mathieu Cornette qui disait, je l'écoutais en direct sur la chaîne Chess.com.fr. D'ailleurs, un gros bisou et un gros merci à Kevin Bordy, alors je vais essayer de ne pas en oublier, Sébastien Mazet, Mathieu Cornette aujourd'hui et Fablibi hier et dans les jours à venir aussi, hein, qui nous font des commentaires sportifs incroyables. Vraiment, merci. Merci à vous. Je vibre en tant que spectateur d'échecs. Merci à vous. Super. L'ambiance, bah, elle est imbattable en fait. On a quand même les meilleurs supporters du monde. Et bah ouais. Bon, heureusement, il n'y a pas d'Irlandais qui se qualifient parce que les Irlandais en supporting, ils sont balèzes. Mais merci à vous. Il faut beaucoup d'énergie pour tenir autant d'heures. Disais-je craquage, je vais citer Mathieu Cornette qui a dit non, mais là, c'est pour vous expliquer. Mathieu Cornette, GM. Hein, pour vous expliquer, là, rater Dame C2, c'est un peu rater un penalty quand on tire face à un goal unijambiste. C'est un peu violent. Hein. C'est un peu violent, mais bon, voilà, ça fait 4 heures que les mecs qui jouent, ils sont peut-être un peu fatigués. Picote, hein. Unijambiste quand même, c'est pas une insulte qui fait plaisir. Hein. Les blancs tentent de pousser et d'arriver à pousser ce pion à dame. L'ordi évalue la position de plus en plus nulle dans le sens pas inintéressante, mais qui va se solder par un match nul et personne ne va réussir à gagner. Néanmoins, dame tour contre dame tour avec des pions un peu partout, c'est pas gagné d'avance et c'est pas nul facile. Hier, on se souvient, Caruana versus MVL, c'était nul théorique, mais c'était compliqué. Et finalement, Maxime n'a pas trouvé la défense parfaite. Le Caruana a tergiversé et a fini par trouver l'attaque parfaite. Il a réussi à l'emporter, donc rien n'est joué. La partie a duré plus de 6 heures, beaucoup d'énergie encore dépensée par notre Maxime. Là, on voit le roi qui se bouge de la diagonale pour éviter le clouage de la tour. On poursuit, les joueurs essayent de s'en sortir. Le roi blanc, se protège. Le roi noir, finalement, les blancs manquent de munitions pour attaquer efficacement le roi noir. Les petits batteries à droite à gauche, ça ne passe pas. Et là, on arrive à la fin, mais pas du tout. Là, il y a la moitié de la partie qui est passée. Et oui, parce que là, ils vont tricoter. Et ça va chercher des astuces. Et on essaie d'avancer. Et on fait pas nul. Et je vais tenir. Et je passe par la droite. Et je passe par la gauche. Et je viens échec. Et je me cache. Et chacun essaye de trouver une faille dans le plan adverse. Peut-être une défense un peu imparfaite. Trouver un point d'attaque. Et voilà, deux répétitions, ça trouve pas. Le chinois qui doit un peu trépigner en se disant mais zut, je l'avais le français là, je l'avais cette victoire et peut-être que je l'ai vendangé, je sais pas. MVL qui doit se dire ouais, yes, bordel, je l'ai tenu, j'étais bien derrière, il a craqué, trop bien, je vais m'en sortir. Et là, je pense qu'à ce moment-là, c'est juste une conjecture de ma part. Maxime se dit si je tiens la nulle là, quoi qu'il doit plutôt chercher les calculs, mais dans l'histoire, il doit se dire si je tiens la nulle. Il doit bien être au courant que Nepo a fait match nul, mais la nulle, ça voudra vous dire pour Maxime de passer à 5 points. La partie continue, on voit encore des petites répétitions, mais aucun ne veut craquer, aucun ne veut lâcher la nulle. Facile, encore des petites répétitions, ça avance, et là, boum,
Mais pas boum du tout, il reste encore une vingtaine de coups. Ça avance, ça cherche, des petites répétitions, on passe par où? Le centre est ouvert, enfin les diagonales sont ouvertes. On voit les noirs et les blancs qui peuvent faire des petits enchaînements d'échecs de part et d'autre. Et finalement, aucun n'arrive à trouver, les tours partent, aucun n'arrive à trouver la solution. Voilà, on arrive à la fin, ça a joué un petit peu vite. La fin, les coups étaient plus téléphonés. Et là, on arrive à une répétition assez simple. Les deux joueurs capitulent dans le sens où ils se disent « je ne gagnerai pas cette partie ». Donc, bravo à Maxime d'avoir tenu. Là, chapeau. Déjà hier, chapeau d'avoir tenu contre la prépa de ouf de Caruana, je sais pas comment on peut dire d'autre. Et bravo encore à Maxime d'avoir tenu aujourd'hui. GG, toute la France est derrière toi. Tellement la France est derrière toi, le stream français officiel de Chess.com.fr était devant le stream international. Et ça, il n'y a que les mangeurs de grenouilles qui peuvent le faire. Et c'est nous. Demain, Maxime affrontera avec les Blancs Anish Giri. De son côté, Caruana aura aussi les Blancs face à Ding Liren, qui est donc à passer à 3,5 points. Et le troisième du peloton de tête, Nepomniachtchi, jouera face à Alexeyenko avec les Blancs. Vu la forme de Nepo, quoique Alexeyenko a montré qu'il était bien en forme aussi, on ne sait pas ce que ça va donner. Bon courage Maxime, tous avec toi. Et demain soir, tu vas pouvoir dormir pendant 24 heures d'affilée. Non, je sais que tu vas bosser. Je sais, on sait bien. Mais bon courage pour demain. Toute l'énergie, tout le cœur de la France est avec toi. Et puis, à vous tous, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle récap de la journée. Je vous aime.